Après le dîner, tandis que les jumeaux déchiraient le papier cadeau et que l'enfant de quelqu'un renversait un verre de soda au gingembre, j'ai discrètement sorti mon téléphone de ma poche et consulté mon application bancaire. Je ne m'attendais pas à une surprise. J'avais déjà payé le jambon traiteur et la moitié des décorations. Mais ce que j'ai vu a figé ma main en l'air. 12 870 $, facturés le matin même. Plusieurs achats dans des grands magasins, des chaînes de jouets et un service d'emballage cadeau que je n'avais jamais utilisé de ma vie. J'ai scruté le détail comme s'il allait changer. Rien n'a changé. J'ai levé les yeux de mon téléphone et demandé doucement, mais clairement, qui a utilisé ma carte? De l'autre côté de la table, mon père, Franck, faisait tourner le vin dans son verre, sans même paraître surpris. On a voté, a-t-il dit, calme, décontracté, comme si je lui avais demandé si la farce était sèche. Assise à côté de lui, ma mère, Linda, gardait les yeux rivés sur son assiette. On s'est dit, continua Franck, comme tu n'as pas d'enfant et que tout le monde en a, il était logique que tu t'occupes des cadeaux cette année. Au fond, ma sœur Monica ne s'y a même pas. Elle sirotait simplement son vin pendant que ses 3 garçons ouvraient les boîtes d'iPad, les mêmes que j'avais payées sans m'en rendre compte. Dans la salle, haussement d'épaule, regard coupable et silence. Ma cousine Megan semblait sur le point de dire quelque chose, puis se tut. Je m'éclaircis la gorge. Tu as utilisé ma carte d'urgence sans me demander. C'était pour maman, pour les urgences, pas pour les maisons de rêve Barbie et les fusinaires. Tu dis toujours que ça ne te dérange pas d'aider. Marmonna Linda, à peine audible. Aider? J'ai ri une fois. Aider? C'est quand on demande. C'était coordonné. C'était du vol. Franck haussa les épaules. C'est juste de l'argent. Catherine, tu en as plus que nous tous. Pourquoi en faire tout un plat? Je parcourus la table du regard. 12 personnes. La moitié d'entre eux ne m'avaient pas adressé la parole de l'année, sauf pour me demander un service ou un prêt. Et maintenant, ils avaient décidé que j'étais le Père Noël avec un salaire. « Tu es incroyable », ai-je dit en me levant. « Assieds-toi », a rétorqué Monica. « Ne gâche pas la soirée des enfants. »« Oh, ne t'inquiète pas », ai-je dit en fouillant dans la poche de mon manteau pour trouver mon téléphone. « Je ne vais pas gâcher l'ambiance. » Franck a haussé un sourcil. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai croisé son regard. Ça veut dire que tu vas adorer la suite. Il a ri. Vraiment ri, comme si j'avais bluffé et perdu. Il n'a pas ri le lendemain. On ne se réveille pas un jour en réalisant que sa famille nous voit comme un portefeuille. Ça se fait lentement, silencieusement, comme de l'eau qui s'infiltre sous le plancher. On ne remarque la pourriture que lorsque les pieds s'y enfoncent. Tout a commencé après mon divorce. J'avais 42 ans, j'étais seul depuis peu et, pour la première fois de ma vie, stable. J'avais gravi les échelons pour obtenir un poste administratif dans un hôpital. Rien de prestigieux, mais c'était payé à temps, avec des avantages sociaux et ça ne m'empêchait pas de dormir. Je n'avais pas d'enfant. Personne n'avait besoin de moi à la maison. Je crois que c'est là que tout a commencé. Au début, c'était présenté comme de la gentillesse. Monica était entre 2 boulots et avait besoin d'aide pour les fournitures scolaires. La voiture de Megan est tombée en panne la veille d'un entretien. Mon cousin Greg avait subi un traitement de canal et n'avait pas d'assurance dentaire. J'envoyais de l'argent, toujours avec un petit mot. J'espère que ça aide. Pas besoin de rembourser. Ils ne l'ont jamais fait. Puis ça a pris de l'ampleur. Un appareil dentaire pour l'aîné de Monica. Les frais Shopify pour l'activité secondaire de Megan. Une entreprise de boules de bain qu'elle a gérée pendant 6 semaines avant d'abandonner. Les courses, le loyer, les factures de vétérinaire. Quand la vésicule biliaire d'oncle Greg a commencé à s'aggraver, j'ai payé la totalité de sa facture d'urgence. Personne ne m'a demandé si j'en avais les moyens. Ils ont supposé, et je les ai laissés faire. Parce qu'à l'époque, je me disais que c'était comme ça que les familles faisaient. On était là, on se soutenait, on se facilitait la vie. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Ils ont arrêté de dire merci. Ils ont arrêté de prendre des nouvelles entre chaque demande. Je suis devenu la personne à contacter en cas d'urgence pour le transfert de fin de soirée, la babysitter jamais invitée aux anniversaires. Un soir de Noël, j'ai eu une grippe, fièvre, frisson, le genre de grippe qui fait tourner le carrelage de la salle de bain. J'ai envoyé un texto à maman pour lui dire que je ne pouvais pas venir. Elle m'a répondu « D'accord, mais peux-tu quand même envoyer les cadeaux? Les enfants comptent sur toi. » Je me souviens d'être assise par terre, emmitouflée dans une couverture, et de me dire « Alors, voilà ce que je suis pour eux. Un système de livraison avec un compte en banque. » Mais le vrai problème, c'est arrivé le lendemain.
Monica a posté une photo de son sapin de cadeaux empilés, avec une légende « On fait tout pour les enfants ». Tout faire. Je n'avais pas été invité. Je n'avais même pas reçu de remerciement. Je n'ai rien dit. J'ai regardé la photo, puis mon téléphone, et je me suis dit, il ne faut même plus semblant de m'inclure. Ils s'attendent juste à ce que je sois crédité. 3 mois avant Noël, j'ai emmené Lily, la cadette de Monica, à la librairie. Elle a 6 ans, les yeux brillants, toujours en train de dessiner sur des serviettes et des reçus. Ce jour-là, je lui ai dit qu'elle pouvait choisir ce qu'elle voulait. Pas de règles, pas de maths, juste ce qui la faisait sourire. $50 plus tard, nous sommes repartis avec 2 livres d'histoire reliés, un coffret d'aquarelle pour débutants et une peluche paresseuse de la taille d'un petit chien. Elle l'a appelé Slumpy avant même d'arriver au parking. Elle m'a tenu la main pendant tout le trajet du retour. De retour chez Monica, j'ai aidé Lily à déboucler sa ceinture, je lui ai tendu le sac et je l'ai embrassée dans les cheveux. Monica a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil à l'intérieur du sac et a dit d'un ton neutre « C'est quoi tout ça ?» Elle les a choisis, ai-je dit, toujours souriant. C'était un vrai régal. Monica a froncé les sourcils. « Tu la gâtes ?» J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne m'attendais pas à ce ton. Ce ne sont que quelques livres et une peluche. Elle a croisé les bras. Tu crois qu'être la tante marrante, c'est lui donner tout ce qu'elle veut. Avant que je puisse répondre, elle a ajouté, peut-être dépenser moins en jouets et plus en personnalité. Les mots n'ont pas fait mouche tout de suite. Je suis resté planté là, les yeux clignant des yeux. J'avais abandonné mon samedi, traversé la ville en voiture, attendu que Lily hésite entre stylo à paillettes et album d'autocollants. Et maintenant ça. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête, reculé et regardé la porte se refermer. Ce n'était pas seulement l'insulte, c'était le fait qu'il n'y avait même pas une once de culpabilité sur son visage. Comme si la gentillesse était une monnaie qu'elle n'appréciait que si elle s'accompagnait de contrôle. Ce soir-là, je suis resté dans ma voiture plus longtemps que nécessaire. Le ticket de caisse du paresseux était toujours dans mon sac. J'ai pensé le reprendre, mais Lily l'avait déjà nommé et Monica m'avait déjà nommé. Spoiler. Faible. De quoi lever les yeux au ciel. Le groupe de discussion a commencé à bourdonner début novembre. Comme chaque année. Qui organise? Qui cuisine? Qui prépare les cadeaux pour quels enfants? J'ai lu le message, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais de quoi il parlait. La 2e semaine, Monica a finalement demandé « Tu es doué pour l'organisation, non? Tu veux encore accepter les cadeaux cette année ?» J'ai répondu « Seulement si on se met d'accord à l'avance sur qui paie. » Le message est resté là, lu par tous. Personne n'a répondu, pas même un pouce levé. Pendant 3 semaines, le fil est resté silencieux. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, ils avaient compris le message. J'avais tort. Le premier débit a été effectué le lundi avant Noël, un magasin de jouets à 2 états de là. Puis un autre, et encore un autre, des grands magasins, des chaînes d'électronique, un service de cadeaux avec livraison le jour même. Tout était soigneusement détaillé dans mon application bancaire. Rien n'était autorisé. Ce n'est qu'en faisant défiler la page jusqu'en bas que j'ai reconnu le numéro de carte. Pas mon numéro habituel, le vieux numéro de carte de secours que j'avais donné à maman il y a presque 8 ans. À l'époque, c'était pour les urgences, médicaments, courses, essence en cas de panne. Elle avait promis de la garder précieusement. Apparemment, elle avait gardé plus que le numéro. 5 adresses de livraison différentes figuraient sur le relevé. Aucune n'était la sienne. Megan, Monica, tante Hélène. Quelqu'un avait même expédié un château gonflable géant dans le jardin d'un cousin dans l'Indiana. Ils n'avaient pas oublié de me demander. Ils avaient prévu de ne pas le faire. Et je comprenais maintenant toute l'opération. Des textos discrets s'enchaînaient dans mon dos. Essayez ce numéro. Je crois qu'il fonctionne encore. Les achats étaient fractionnés pour ne pas déclencher d'alerte. Ils utilisaient une carte que je n'avais pas touchée depuis des années, car ils savaient que je ne la verrais pas tout de suite. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était une question de coordination. Et ce qui me glaçait le plus, ce n'était pas ce qu'ils achetaient. C'était leur certitude que je ne les contredirais jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Pas par culpabilité. Je n'en étais pas encore là. Mais je n'étais pas en colère non plus. Pas le genre de colère qui brûle et s'estompe. Ce que je ressentais était plus froid, plus stable, comme une clarté qui s'installait dans mes os. J'étais allongé dans le noir, repassant chaque scène dans ma tête. Le rire, le haussement d'épaule, Monica qui disait « Tu survivras ». Papa appelait ça un vote, comme si mon argent était une ressource familiale.
comme si ne pas avoir d'enfant faisait de moi un bien public. À l'aube, l'hésitation s'était dissipée comme du poison. S'il voulait traiter ça comme de la démocratie, tant mieux. Votons. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Objet, modification des contributions pour les fêtes. Corps. À compter d'aujourd'hui, je cesse tout soutien financier lié à notre famille élargie. Cela inclut, sans illimité, les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, mineurs ou adultes, les contributions aux frais de scolarité, les prêts hypothécaires, les aides financières d'urgence, les aides pour les factures vétérinaires, les réparations automobiles ou les abonnements au streaming. Si vous avez déjà dépensé de l'argent avec mes cartes, attendez-vous à une rétrofacturation. Si vous avez enregistré ou partagé mes informations sans mon consentement, attendez-vous à des poursuites judiciaires. Vous avez voté. Je vote à nouveau. Joyeux Noël. Celui sans enfant. Je l'ai lu 3 fois, pas pour le modifier, juste pour le ressentir. Puis j'ai appuyé sur Envoyer. Un message a été envoyé à tous les numéros du fil de discussion familiale. Monica, Megan, Tante Hélène, Oncle Greg et même ma mère. Tous ceux qui m'avaient souri en acceptant ce que je n'avais jamais offert. Puis j'ai éteint mon téléphone. Il m'a fallu 7h16 avant de le rallumer. Les notifications ont failli briser l'écran. 53 appels manqués, des dizaines de messages vocaux, des SMS allant de la stupeur au cri. Mon cousin a menacé de me poursuivre en justice pour préjudice moral. Ma mère a dit qu'elle avait le cœur brisé. Papa a laissé 12 messages. Le dernier, une seule phrase. « S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça. » Mais c'était déjà fait. Les rétrofacturations étaient en cours. La carte de secours était bloquée. Le train des fêtes qu'ils avaient accroché à mon nom a déraillé. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme celle qu'on avait laissée derrière. J'avais l'impression d'être celle qui s'en est sortie. Monica est arrivée le lendemain soir. Sans prévenir, sans appel, juste le bruit de son moteur dans mon allée et ses coups à la porte secs mais irréguliers. Quand j'ai ouvert, elle pleurait déjà. Elle n'a pas attendu qu'on l'invite à entrer. Elle a juste franchi le seuil comme si de rien n'était et a dit « On ne voulait pas que ça se passe comme ça. » Son mascara avait coulé. Sa voix était douce. Elle avait l'air épuisée. Ou peut-être savait-elle simplement quel regard lui allait le mieux. Je n'ai rien dit. Elle a continué. On était dépassés. Kat, tout le monde était à bout de souffle et tu es toujours si douée pour gérer les choses. Je crois qu'on a oublié que tu es humaine aussi. Cela a failli faire craquer quelque chose, car une partie de moi, celle que je déteste, voulait encore qu'elle le pense vraiment. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes utilisée, a-t-elle ajouté. Aucune de nous ne l'a fait. Elle m'a serré dans ses bras avant que je puisse protester. Une pression rapide et maladroite de mon épaule contre mon épaule. Je l'ai laissé faire. Non pas que je lui ai pardonné, je ne l'ai pas fait, mais parce qu'une partie de moi espérait encore que quelqu'un finirait par dire « Nous sommes désolés. Nous avons du tort. » Elle est partie 30 minutes plus tard. J'ai préparé du thé et me suis assise près de la fenêtre, essayant de déterminer si c'était vrai. 1 heure plus tard, j'ai reçu une alerte de ma banque. Quelqu'un essayait de réinitialiser l'accès à mon compte en ligne. Je me suis figé. Puis j'ai vérifié l'identifiant de l'appareil. C'était celui de Monica. La réconciliation était un scénario. L'étreinte était un accessoire. Les larmes étaient monnaie courante. Elle n'était pas venue s'excuser. Elle était venue tester la serrure. J'ai appelé la banque, changé tous les mots de passe, bloqué la dernière carte de secours restante, signalé la tentative de fraude. Et puis je suis resté assise, immobile, dans ma cuisine, le thé refroidi, et j'ai laissé le dernier fil se rompre. Ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient ce que j'avais. 3 jours plus tard, ils se sont retrouvés. Ma mère, Linda, portant le même manteau beige qu'elle porte depuis mon adolescence. Mon père, Frank, la mâchoire serrée comme s'il mâchait ses mots avant de les dire. Et Monica, les bras croisés, la bouche tordue comme si elle avait mordu dans un truc aigre, décidant que c'était moi le parfum. Il m'attendait sous mon porche quand je me suis garé dans l'allée. Je suis resté assis dans la voiture un moment, laissant le moteur s'éteindre. Je n'étais pas surpris. J'étais juste fatigué. J'ai ouvert la portière. Dis ce que tu es venu dire. Linda est intervenue la première. On ne voulait pas que ça se passe comme ça. Je n'ai pas répondu. On pensait juste, a-t-elle continué, que tu accepterais de nous aider. Tu as toujours été celui sur qui on pouvait compter. Tu n'as rien demandé, ai-je dit. On n'aurait pas dû avoir à le faire. Monica a rétorqué. C'est la famille. On fait ce qu'il faut. Je l'ai regardé. Ce que tu veux dire, c'est que je fais ce qu'il faut. Frank a levé la main.
comme pour calmer une réunion. On en est déjà assez. Les rétrofacturations sèment le chaos. Il suffit de les annuler. Passons à autre chose. J'ai failli rire. Tu veux que je fasse comme si de rien n'était? Il frossa les sourcils. Pense à l'image que ça donne. On dira que tu as tourné le dos à ta famille pour quelques cadeaux. Non, dis-je, on dira que j'ai enfin une colonne vertébrale. Monica leva les yeux au ciel. Tu agis comme si on avait vidé toutes tes économies. Tu gagnes 6 chiffres, Catherine. Tu survivras. Et c'est exactement pour ça, dis-je en m'approchant, que tout s'arrête maintenant. Ils ne parlèrent pas. Tu me traites comme si j'étais ton portefeuille avec une cocotte. J'arrive, je paie, je nettoie, et puis je disparais jusqu'à la prochaine crise. La voix de Linda se brisa. On voulait juste offrir un bon Noël aux enfants, alors tu m'as volé. Frank fit un pas en avant. Ça suffit. Défais-le maintenant. Je le fixai, calme et posé. Non. Il cligna des yeux comme s'il ne s'attendait pas à ce mot de ma part. J'en ai fini, dis-je. J'ai déjà bloqué vos numéros, et ce week-end, je déménage dans un autre état, seul. Le silence qui suivit fut le son le plus sincère que je les avais entendus depuis des années. J'ouvris la porte derrière moi. Sors de chez moi. Les premières 48 heures furent silencieuses. Pas d'appel, pas de SMS, pas de culpabilité ni d'inquiétude. Je me réveillai sans rien. Et pour la première fois depuis plus de 10 ans, je ne me préparais pas à consulter mon téléphone. Je me préparais du café, assise par terre à côté de cartons à moitié remplis. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres nues, chaude et indifférente. Personne n'avait besoin de moi. Personne n'attendait rien. C'était magnifique. Je suis allé au magasin acheter un nouveau rideau de douche. J'en ai choisi un qui me plaisait, pas un qui correspondait aux serviettes d'invités que j'ai gardées pour ceux qui ne restaient jamais. Je choisissais mes courses en fonction de mes envies, pas du nombre de personnes. Je me souvenais de ce que ça faisait de faire les courses sans prévoir les besoins des autres. Ce soir-là, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Non pas que j'évitais qui que ce soit, mais parce que je savais enfin que personne ne viendrait frapper à ma porte. Le silence n'était pas vide. Il n'était ni creux ni triste. Il était mien. Et j'ai réalisé que j'avais passé des années entouré de bruit, demandes, exigences, attentes, tout cela déguisé en lien, tout cela criant par-dessus la seule chose que j'avais ignorée, moi. Ils ne m'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient envahi chaque espace de silence jusqu'à ce que j'oublie ce que signifiait être seul sans être utilisé. Maintenant, je m'en souvenais. Et je n'y retournerai pas. Le message est arrivé tard un mardi. Juste un numéro que je ne reconnaissais pas. Pas de salutation. Pas d'émoji. Juste une courte ligne qui m'a fait me redresser. Il est sorti. On divorce. Je voulais que tu le saches. C'était Aaron, la belle-sœur de Megan. Discrète, polie, toujours en retrait pendant les fêtes, resservant du café ou coupant le gâteau, sans jamais parler en même temps que quelqu'un. Elle avait tout vu, et elle était restée silencieuse jusqu'à maintenant. Nous avons parlé le lendemain. Elle m'a dit que la spirale s'était aggravée. Perte de travail, économies épuisées. Aaron a découvert qu'elle essayait toujours d'accéder à mes anciens coordonnées bancaires, même après s'être fait prendre. Je ne te croyais pas avant, a-t-elle dit. Maintenant, si. Je n'ai pas dit grand-chose, je me suis contenté d'écouter. Puis elle a ajouté, « Tu étais le seul à m'avoir vraiment aidé. Pas avec de l'argent, mais avec la vérité. » Ce moment m'a frappé plus fort que prévu, car pendant si longtemps je m'étais dit que partir était égoïste, que choisir de me choisir signifiait abandonner les autres. Mais peut-être, juste peut-être, quelqu'un d'autre attendait de voir si c'était possible. Parfois, on ne s'en va pas comme ça. On laisse la porte ouverte. Alors, quand quelqu'un trouve le courage, il sait où s'en sortir. J'ai déménagé. Nouvel état, nouvel appartement. Pas de famille à moins de 650 kilomètres. J'ai adopté une chienne, une petite croisée calme aux oreilles douces et au regard méfiant. Je l'ai appelée Balance. J'ai commencé une thérapie. Quand j'ai tout raconté à ma thérapeute, elle n'a pas bronché. Elle a juste hoché la tête et m'a dit « On vous a conditionné à croire que l'amour se mérite par le sacrifice, et c'est bien ce qu'il était. » Ils ne m'ont pas demandé si j'étais heureuse, seulement si j'étais utile. Maintenant, je fais mes courses sans culpabilité. Je cuisine de vrais repas, rien que pour moi. Je fais de longues promenades avec Balance et je laisse mon téléphone en mode silencieux, non pas parce que je me cache, mais parce que je suis libre. Parfois, je reçois des SMS de nouveaux numéros. Parfois, des messages vocaux déguisés en excuses. Je n'écoute pas. J'ai renommé l'ancien groupe de discussion familiale avant de partir. Cette carte est définitivement fermée.
Puis j'ai cliqué sur quitter la discussion. Ils ne m'ont pas perdu. Ils ont perdu l'accès. Je sais ce que vous pensez peut-être. Peut-être qu'on vous a traité d'égoïste pour avoir fixé des limites. Peut-être qu'on vous a dit que la famille s'entraide juste après qu'il se soit servi de votre silence. Ou peut-être que, comme moi, tu étais celui qui était toujours là avec l'addition, le plat du jour, le transport jusqu'à l'aéroport, et personne ne te demandait jamais comment tu rentrais. On nous apprend qu'aimer, c'est donner. Mais personne ne te prévient de ce qui arrive quand on donne tellement qu'on disparaît. Alors, si tu m'écoutes encore, non pas par curiosité, mais parce que quelque chose dans cette histoire te semblait trop familier, alors je veux te dire ceci. Tu n'es pas froid de partir. Tu n'es pas cruel d'en avoir dit assez. Tu n'es pas brisé simplement parce que tu t'es enfin choisi. On dira que tu as changé. Peut-être que oui. Mais parfois, changer est la première chose honnête que tu fais depuis des années. Alors, dis-moi, as-tu déjà été celui qui a donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ton nom sur la carte du groupe? Tu n'as pas besoin d'expliquer. Laisse juste un point. Je saurai ce que ça veut dire. Et peut-être que quelqu'un d'autre le saura.